Vostra. Facebook s'est associé avec une filiale de l'AFP pour mettre en place une équipe dédiée de journalistes qui va sélectionner certains contenus de Facebook News et les mettre en avant dans une sélection éditoriale humaine. Ce qui est un premier pas d'une plateforme donc de Google, de Facebook ici, vers l'éditorialisation humaine de contenus médias. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Aujourd'hui, une pastille actu que j'ai le plaisir de partager avec Jean-Michel Demarchi. Jean-Michel, bonjour. Bonjour François. Jean-Michel, je le rappelle, c'est la deuxième fois que tu viens chez Mediarama. J'en suis ravi. Tu es le rédacteur en chef de Mind Media. Tout à fait. Autant dire un vrai expert. Merci pour ton invitation, c'est un plaisir. Eh ben écoute, je t'en prie, je te retourne, ça avait été très bien la première fois, donc il n'y a pas de raison de ne pas le refaire, au contraire. Donc aujourd'hui pour cette pastille actu, alors un programme riche, en plus j'en avais pas fait depuis un moment, donc pas mal de sujets, on va voir tout ce qu'on peut traiter aujourd'hui d'intéressant dans la planète média, alors des signaux faibles, des news qui méritent qu'on en parle, qu'on échange dessus. On va commencer par la grosse news d'hier. Alors voilà, on enregistre, on est le 17 février, donc qui est sorti hier. C'est enfin Facebook News qui débarque en France. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Pour info, c'est la dernière initiative de Facebook pour mettre en avant les médias dans un nouvel onglet. Ça existait déjà dans d'autres pays. C'est un onglet. C'est ça en fait la grosse différence en tout cas par rapport à avant, c'est qu'on sépare le flux des news du flux des amis. Donc ça va avoir un impact en termes de consommation et donc les utilisateurs pourront accéder à des contenus on parle de centaines de médias et tu vas nous dire, Jean-Michel, exactement un peu comment sont sélectionnés les médias sur un large éventail de thématiques, donc économie, sport, santé, divertissement, sciences. Ils ont travaillé, ça fait un moment donc que c'était sorti dans d'autres pays, Allemagne, États-Unis, Angleterre, Australie, donc voilà, plutôt le monde anglo-saxon en l'occurrence, et ça arrive un peu en France. Est-ce que c'est une opportunité pour les médias? Est-ce que c'est une initiative dont on parle et puis que ça va pas changer grand-chose? Je trouvais assez intéressant d'en parler. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Facebook News? T'avais pu le tester peut-être dans d'autres pays? Non, pas encore. On va voir ça. Ça va être testé sur une petite fraction. C'est testé déjà sur une petite fraction de l'audience. D'accord, c'est pas pour tout le monde. C'est pas là on se connecte sur Facebook, on n'a pas Facebook. Tout à fait. 5-10% sans doute de l'audience en France, et ça va être progressivement étendu à l'ensemble des 36 millions d'utilisateurs quotidiens de Facebook en France jusqu'en mai. Donc il y a un petit peu de temps. Du côté de Facebook, il y a deux idées sous-jacentes. Il y a l'envie d'Il Group de mettre davantage en avant les contenus d'information et des médias sérieux auprès des utilisateurs. Ouais, est-ce qu'on a beaucoup râlé contre Facebook sur les propagations de fake news et qui étaient mélangées aux médias sérieux? Donc c'est selon eux une vraie attente des utilisateurs et des internautes, des membres. Et puis il y a au niveau politique, comme tu le dis, la nécessité de donner des gages et donc de mettre en avant des contenus sérieux versus les fake news, et puis in fine collaborer avec les médias avec lesquels Facebook a quand même des relations ambiguës, ambivalentes. Ouais, très je t'aime moi non plus ces dernières années. Exactement. Quoi. Ouais. Et pour les médias en face, c'est la volonté de s'appuyer sur une audience et un carrefour important utilisateurs que possède Facebook. Ouais. Facebook, c'est 40 millions d'usagers mensuels en France. Et c'est quand même beaucoup, hein, parce qu'en fait, on alors peut-être pour pas schématiser, mais
on parle plus beaucoup de Facebook, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être moi chez Cosa Nostra ou mon âge, ma génération, les gens sont moins sur Facebook. On a l'impression que c'est fini presque Facebook. Non, ça reste quand même 40 millions d'utilisateurs actifs par mois sur Facebook. Ça reste un énorme carrefour. Et mieux que ça, 36 millions par jour. Ouais. 36 millions par jour, ce sont des chiffres Médiamétrie, donc indépendants. Ouais. Donc oui, effectivement, on a beau dire et penser qu'on y va moins, il y a toujours une audience très importante. Et les médias veulent capter cette audience et ces utilisateurs. Ce qui est plutôt intéressant dans ce partenariat, c'est que cette fois, Facebook va indexer uniquement des photos et les titres des actualités, des informations des médias, et puis renvoyer via un lien URL vers le support d'origine du média. On ne lit pas sur Facebook l'article. Exactement. Il n'y a même pas la titraille, c'est juste le titre et le photo. Le titre et la photo, et qui renvoie effectivement vers le média d'origine. Ce qui est plutôt intéressant, a priori, pour les médias, d'autant plus que sur les quelques centaines de médias d'information qui vont être indexés automatiquement par Facebook, il y en a plusieurs dizaines, peut-être une petite centaine, qui vont être rémunérés en plus. D'accord, ça je veux bien qu'on s'attarde dessus parce que donc, le principe de sélection, c'est que de base, les médias qui ont donc une page vérifiée par Facebook en tant que média apparaîtront automatiquement dans cet onglet Exactement. Facebook News. Sur le principe du référencement dont tu parles, photos, titres, etc. Donc s'ils ont une page Facebook qui sont reconnus par Facebook comme médias, ils apparaîtront. Par contre, il y a des médias qui ont signé en direct avec Facebook. Exactement. Plus d'une centaine de médias, notamment ceux de l'APIG, les quotidiens. Donc l'APIG, tu peux rappeler, c'est l'Alliance pour de la presse d'intérêt d'information générale, nationale et hebdomadaire et régionale, effectivement. L'une des associations les plus puissantes en France, et qui a signé en direct un contrat cadre qui permet effectivement à ses membres d'être rémunérés en plus par Facebook pour intégrer Facebook News en échange, disent-ils, de contenu à forte plus-value enrichi qui n'aurait pas été distribué sur la plateforme sans ce contrat, sans cette rémunération. D'accord. Et ça, c'est contractuel. On sait, ils doivent s'engager à un X articles, on sait combien d'articles, on sait... Malheureusement, alors ça sortira peut-être, mais malheureusement... ça reste secret pour le moment. C'est non seulement secret, mais en plus discuter, au-delà du contrat cadre signé par l'association, c'est discuter de manière individuelle après avec chaque éditeur membre en fonction de sa puissance, son intérêt, etc. Donc là, on parle de titres comme 20 minutes, La Croix, Le Figaro, JDD, Parisien, Les Échos, mais aussi des quotidiens, Nice Matin, Voix du Nord, hebdomadaires, régionaux, ou quotidiens, le Télégramme, Sud-Ouest, etc. Tous les grands vraiment quotidiens hebdo et nationaux d'information générale ont des discussions avec Facebook et ont signé donc des contrats de rémunération. On connaît le montant des rémunérations ou la méthode de calcul? C'est des minimums garantis? Là encore, non. Et je pense que ça varie selon les éditeurs. Il y a quand même quelques règles communes en fonction de l'audience. L'audience naturelle de l'éditeur. Sur Facebook ou son audience? Sur Facebook, notamment le nombre d'abonnés au compte qu'il peut avoir. Et puis après, il y a toujours des négociations de gré à gré en fonction des rapports de force, de la puissance de la marque qui joue. Forcément, quand on est Le Monde ou quand on est Le Monde, Le Figaro, on peut, ou Les Échos, Le Parisien, on négocie plus facilement et un peu mieux. En même temps, si on n'a pas ces titres-là, on peut pas dire qu'on a une offre complète non plus, quoi. C'est effectivement, et puis après, il y a aussi des intérêts derrière politiques et lobbying qui fait que c'est mieux de les avoir avec que contre. Ouais. Donc là, globalement, tous les éditeurs sont contents, ils vont. Au-delà de ceux qui ont cette rémunération, ça va être quoi l'impact? C'est plus de trafic sur le site, de l'acquisition, Alors, Facebook met en avant des chiffres aux États-Unis où le service a été lancé en courant 2020, donc on a un petit peu de recul. Et Facebook met en avant une augmentation de trafic provenant de Facebook de 30% en moyenne pour les éditeurs médias. La part du trafic en provenance de Facebook a augmenté de 30% suite à l'implantation de Facebook News. Voilà, ce sont des chiffres de Facebook et l'ensemble de ce nouveau trafic, sur l'ensemble de ce trafic, 90% émanerait de lecteurs qui avant ne consultaient pas les médias d'information sur Facebook. Les 90% des clics sur Facebook News sont issus de visiteurs qui avant ne cliquaient pas
sur les sites d'information. Parce que c'était noyé dans leur feed, parce que c'était pas bien identifié ou Tout à fait. L'idée de Facebook News, c'est de mettre en avant avec un système d'onglets personnalisés des médias et des contenus médias sérieux, et puis qui ensuite sont mis en avant, personnalisés de différentes façons. Facebook a notamment, donc Facebook va effectivement faire des contenus thématiques. Ouais, c'est ça. rubrique. Je crois qu'il y a des grandes sections. Voilà, économie, sciences, sport, divertissement, etc. Des collections. Des collections, voilà. Il y aura également des algorithmes qui vont personnaliser les contenus en fonction de chaque utilisateur pour inciter un peu plus à l'engagement. Et puis enfin, Facebook s'est associé avec l'AFP, une filiale de l'AFP, pardon, pour mettre en place une équipe dédiée de journalistes qui va sélectionner certains contenus de Facebook News et les mettre en avant dans une sélection éditoriale humaine. D'accord. Donc, c'est une espèce d'éditorialisation en fait humaine en collaboration avec l'AFP. Ce qui est un premier pas d'une plateforme, donc de Google, de Facebook ici, vers l'éditorialisation humaine de contenu média, ce qui voilà une petite entaille sur leur statut d'hébergeur. Oui, effectivement. Ils sont plus hébergeurs. Là, ils ont une intervention, alors, en tout cas une part de responsabilité dans la sélection. Alors en tout cas, fait avec l'AFP. Voilà, ils le font via l'AFP, donc c'est une manière de se dédouaner aussi, et de pas se mettre en première ligne. Mais c'est quand même un premier signal de la nécessité aussi de curation humaine, de choix qui est fait par les journalistes. Ce qui est plutôt intéressant. On a parlé souvent des bulles de filtre, ou des algorithmes qu'on peut laisser tout faire. Là, enfin, ils remettent un petit peu d'humain dedans. Exactement. En tout cas, c'est intéressant. C'est un moment qu'on n'avait pas forcément parlé de Facebook et dans les médias et donc dans ces derniers mois, années. Donc je suis ravi de voir ça. Donc on testera. C'est peut-être l'occasion de réactiver mon compte Facebook pour aller voir et tester ça. Si je fais partie des premiers qui y auront droit. Tu dis c'est jusqu'en mai le déploiement. Le déploiement à 100% est annoncé effectivement jusqu'en mai. C'est intéressant ça d'ailleurs. Tu sais pourquoi? C'est pour voir les réactions et ajuster éventuellement. Exactement. Tester notamment au niveau technique, au niveau peut-être du choix des contenus. Les gros développements, les grosses nouveautés de produits des plateformes ont souvent l'habitude d'être testés en continu avant d'être déployés de manière plus importante. En même temps, pour déployer auprès de 36 millions d'utilisateurs, je pense que c'est bien de faire un peu par vague, quoi. Ouais. C'est pas bête. À suivre, et puis voilà, si quelqu'un de Facebook veut venir en parler au micro de Mediarama, je serais ravi. Le message est passé. Deuxième news que j'avais repéré donc sur Mind Media, sur le SSO. On en parle beaucoup dans un environnement sans cookies. D'ailleurs, je sors la semaine prochaine un épisode où on parlera beaucoup de la fin du cookie avec Margarita Zletkova de Weborama. Donc une étude pilote qui a été menée par un consortium de médias américains locaux, donc appelé le Local Media Consortium, qui a mis en place un SSO. Alors voilà, couplé à un réseau programmatique publicitaire. Donc c'est un peu plus technique, c'est pas uniquement sur la brique de la création de compte, ça s'appelle NewsPass ID et qui a donné des résultats très positifs, 90% d'augmentation des revenus dans la plupart des environnements sans cookies, hausse des revenus de 45 à 50% qui prennent dans les environnements qui prennent encore en charge les cookies, donc malgré tout, et augmentation du volume de l'inventaire publicitaire vendu dans les environnements Google Chrome. J'avais trouvé ça assez intéressant, surtout peut-être techniquement. Je sais pas si toi ce que tu peux en dire sur ce sujet. De manière générale, les alliances entre les éditeurs médias sont toujours intéressantes et font sens pour effectivement maximiser les audiences, pour diminuer les coûts fixes, pour partager les bonnes expériences. Ouais. Il faut rappeler d'abord ce que c'est un SSO, Single Sign-On, système d'authentification unique qui est partagé entre plusieurs entités, plusieurs sites, ici plusieurs médias, et qui permet à un internaute finalement de s'enregistrer, de s'identifier une seule fois. Et être reconnu quand il arrive dans un autre éditeur ou un autre site qui fait partie de ce réseau. Ça peut être donc Google, Facebook Connect, Apple Connect,
Pass Média, qui était le SSO des éditeurs français, dont tu voulais peut-être parler. Tout à fait. Feu Pass Média. Et voilà. Et l'idée, c'est à chaque fois de s'appuyer sur les bonnes pratiques, finalement, les bons dispositifs des GAFA. Ici, un dispositif simple pour s'enregistrer, se connecter et utiliser plein de sites médias différents. Alors là, on parle effectivement de ce sujet. Il y a eu des initiatives similaires en Allemagne, au Portugal, et puis tu le disais en France ces 3-4 dernières années. Les résultats sont quand même assez mitigés dans la durée. Alors tu viens de le dire, effectivement, Pass Média, c'était une initiative en France qui avait été réfléchie en 2018. Portée par le Geste notamment. Au sein du Geste, par plusieurs médias, Qui était une super initiative. Alors après, voilà, je ne vais pas te tirer sur l'ambulance, mais je ne sais même pas si officiellement je crois que c'est arrêté. Ça a été abandonné en fin d'année dernière. Fin d'année dernière. Comment tu l'analyses d'ailleurs, cet échec quelque part de Pass Média, qui avait beaucoup d'ambition, et sur le papier, tu le dis, une alliance, c'est super. Enfin, tu vois, plutôt que de reprendre un peu de contrôle, un peu de souveraineté peut-être sur ça a été mis en place en 2020, courant 2020, ça a été abandonné fin 2021. Les testeurs étaient l'équipe... Le Figaro. Non, le Figaro était pressenti, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. C'est l'un des soucis, justement. Il y avait l'équipe, Lagardère, donc Europe 1, le JDD, Paris Match... Ouais. 20 minutes, et puis le groupe M6, donc M6 RTL. Il y avait, comme tu le dis, beaucoup d'autres médias qui étaient intéressés, qui avaient annoncé leur présence et finalement qui ne l'ont jamais déployé, en tout cas trop peu. Et le projet est finalement mort-né sans avoir décollé. Alors il y a eu la pandémie qui a bloqué quand même beaucoup de projets techniques de déploiement, qui a changé un peu les priorités, les stratégies. Mais au-delà de ça, c'est quand même très compliqué de réussir à faire travailler ensemble des médias différents. C'est vrai en France, particulièrement, mais aussi à l'étranger, qui ont des stratégies différentes ou des stratégies alignées pendant un temps et puis qui changent. Donc, priorité stratégique mais technique aussi, de ressources à allouer sur ce genre de dispositif. Et puis, les médias sont aussi... toujours ambivalent sur la volonté à la fois de s'associer, de collaborer avec des concurrents ou des partenaires, médias ou pas, et la volonté de tout faire en interne et de garder leurs dispositifs et leurs relations avec leurs clients. Oui, c'est la question comme on a eu sur les kiosques, etc. C'est qui a la data, et en fait, ils préfèrent avoir leur propre stratégie pour créer cette relation et avoir la donnée. Et finalement, ils se recentrent les uns les autres plutôt sur ou des logins propriétaires communs, parce qu'effectivement, l'idée derrière tout ça, sous-jacente, est intéressante. Hein. C'est comment mieux connaître mon audience, comment finalement la faire loguer pour récupérer des datas, pour offrir des services en plus, et puis comment être moins dépendant des boutons et des fonctionnalités Connect de Apple, de Facebook, de Google. Parce que là, ça partait quand même ça partait d'un bon sentiment où il n'y avait pas tant de partage de données que ça. C'était vraiment plutôt aider sur le consentement. Je crois qu'il n'y avait que le mail au final qui était partagé. Donc, et anonymisé. Effectivement. Alors moi, ce que m'avaient dit les éditeurs, c'était un manque de ressources techniques, vraiment, des stratégies qui se sont désalignées. Effectivement, un manque de conviction. Il suffit qu'un ou deux gros acteurs, à un moment donné, c'est plus dans leur stratégie business. C'est un dispositif qui vaut uniquement par l'audience et la masse de médias qu'il utilise. Versus les coûts d'installation, changement de front, d'expérience utilisateur, etc. Il faut que ça en vaille le coup. Il faut beaucoup communiquer, il faut marketer le dispositif. Au-delà de proposer un login en plus, parce que c'est un login en plus. Oui, c'est une option de plus lorsqu'on se crée un compte. Mais en fait, quel est l'avantage que tu offres à l'utilisateur pour ce service-là plutôt qu'un autre? C'est déjà compliqué de le convaincre de se loguer, mais en plus, pourquoi il va se loguer avec ce dispositif-là plutôt que les 2, 3, 4 autres qui sont également proposés? Ouais. Et c'était une équation que les médias n'ont pas su ou n'ont pas voulu répondre, et ils ont arrêté le projet pour se recentrer plutôt sur des stratégies internes et individuelles. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles initiatives dans le futur tout à fait. ou quoi à suivre. En tout cas, voilà, cette étude-là était assez intéressante. Ça a marché sur ce consortium. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est que quand même, ça remontait aussi
dans la chaîne techno entre la marque et le client. Donc voilà, je voulais saluer cette initiative, cette alliance aux États-Unis. En parlant justement de l'étranger, alors j'ai vu passer 2 news intéressantes. Donc évidemment sur le New York Times qui n'arrête pas, qui cartonne. Je veux dire que chaque news chaque semaine apporte son lot de bonnes nouvelles pour eux, d'objectifs assez hallucinants. Alors la semaine dernière, c'était le rachat de Wordle. Je sais pas si tu avais dû suivre ça, un petit jeu en ligne qui a explosé en quelques mois. Voilà, exactement, qu'ils ont racheté pour. Alors ils ont pas dit pour combien, mais je crois que c'était à 7 chiffres. 7 chiffres. Ça fait beaucoup. Ça peut faire beaucoup, entre 1 et 9 millions. Mais surtout, donc là, voilà. 10 millions d'abonnements pour le New York Times en 2021 et donc ils les ont atteints ce milestone avec 4 ans d'avance, ce qui est quand même fou. 4 ans c'est quand même beaucoup, c'est vraiment, il y a une accélération de cette prise d'abonnement et désormais le quotidien vise 15 millions d'abonnés en 2027. Alors je voulais un peu en parler parce que en parallèle, et on va essayer de mélanger un peu les 2 news. Vous, chez Mind Media, vous avez une série d'entretiens en ce moment sur des gros médias internationaux. Vous avez fait là donc le premier avec Die Zeit, et je crois qu'il y a aussi le New York Times. Vous avez dû faire, je crois, j'ai passé juste avant. Donc tu vas pouvoir nous revenir, mais ces grands médias vont bien. Merci pour eux, quelque part. C'est quoi? C'est la marque, c'est la puissance, c'est la techno. Qu'est-ce qui ressort peut-être de ces entretiens qui pourrait expliquer le succès? C'est un peu tout ça, effectivement. Tu as raison. D'abord, une équipe de direction, je pense, qui a une vision, une stratégie et qui arrive à l'exécuter en interne. C'est toujours n'importe quel... Un média reste une entreprise et il faut effectivement ce socle, ce pilier stratégique. Chaque média doit trouver son modèle en fonction de son ADN, de ses ressources, de son lectorat. Enfin là, les modèles sont tous un peu les mêmes. Mais effectivement, il y a quand même des grandes tendances et des références. Le New York Times est une référence dans les médias généralistes et qui s'appuie sur des choses maintenant éprouvées. C'est-à-dire d'abord la qualité du contenu. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. C'est la qualité du contenu qui détermine l'attrait et finalement la réussite d'un média auprès de son lectorat, auprès de son audience, a fortiori, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il faut développer les abonnements. Notamment les développements. Si tu n'as pas une bonne matière à vendre, tu peux faire tout ce que tu veux en techno, en marketing. Exactement, ça ne suffit pas sur la durée. Ouais. Et le point commun de ces deux médias, notamment le New York Times, c'est d'avoir vraiment insisté sur la qualité du contenu et d'avoir jamais rechigné à investir sur les rédactions. Et ça, c'est un premier point important, intéressant. Le salut des médias passera vraiment par la qualité. Le deuxième point, parce que même ça suffit pas, il faut, comme tu le dis, une technologie, un produit qui soit de top niveau. Donc là encore, investir sur des ressources, des équipes produits, des équipes techniques, des équipes data, pour offrir une expérience utilisateur qui soit propre, qui soit cohérente, engageante. Il faut également connaître son audience, et là l'usage de la data est important. Pour pousser les bons contenus, pour savoir les parcours utilisateurs, pour mieux ensuite proposer des offres marketing, commerciales, etc. Donc ça, c'est important aussi de la technologie au service du contenu et de l'audience. Et puis enfin, ces deux modèles-là, Die Zeit et New York Times, se développent aussi par des acquisitions externes. Là, tu parles des jeux, mais aussi des diversifications, des services additionnels. Sur le New York Times, une proportion importante de leurs abonnements numériques sont générés par l'abonnement à des jeux. Oui, et puis des recettes. Ils ont 5-6 jeux maintenant différents en ligne qui connaissent plusieurs millions d'abonnés. Dont les mots croisés. Spelling Bee, voilà. Ils en ont pas mal, des petits jeux comme ça, et Wordle qui vient compléter ça. Et ça, c'est vrai que cette diversification, elle fonctionne bien. Et j'ai aussi noté quand même une diversification éditoriale. Je crois pas en avoir parlé à ce micro, mais c'est vrai que ils ont racheté The Athletic.
D'ailleurs, c'est information de sport. Ouais, d'ailleurs, il y a eu un billet de Frédéric Fillou dessus qui pensait que ça n'avait aucun sens parce que tellement ils perdent d'argent, ils ne voyaient pas comment ils pourraient rentabiliser. Mais en tout cas, d'un point de vue éditorial, c'est quand même un sacré investissement. The Athletic, on va dire que c'est un peu comme l'équipe aux États-Unis en termes de sport, c'est la référence, c'est un gros investissement qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est de l'investissement, c'est de la diversification, édito, contenu. Exactement. L'idée, c'est d'enrichir aussi les contenus avec des acquisitions, gagner du temps finalement sur le développement de thématiques. Desight aussi développe énormément d'offres éditoriales pour les jeunes, que ce soit sur le numérique ou en magazine, ou la cuisine. Les recettes de cuisine, c'est l'un des points communs entre Desight et New York Times, le fait d'enrichir le contenu par des offres thématiques, servicielles, vraiment précises et affinitaires. Puis en fait, c'est vrai, quand on a des bundles comme ça, parce que c'est presque des bundles maintenant, il y a forcément quelque chose qui nous intéresse, et à force d'en rajouter, que ce soit des newsletters, des jeux, des recettes, etc., il y a forcément quelque chose à un moment donné qui nous dit tiens, je vais m'abonner parce que ça m'intéresse, et puis tiens, je vais avoir ça en plus. Ils sont bons quand même. Tout à fait, l'idée à la fois éditoriale et commerciale. Il y a forcément un reportage, une enquête, une recette de cuisine, un besoin à satisfaire, des newsletters. Et puis le pari aussi du New York Times de faire des bundles sport, info, jeux, et finalement de couvrir l'ensemble des besoins et des usages. Ouais. Donc ça c'est marrant, c'est marrant, mais c'est les recettes que vous avez vues un peu dans les discussions qui fonctionnent, et d'ailleurs qu'on pourrait appliquer au Monde. Hein. Exactement. Le Monde, Mediapart, Le Figaro dans une moindre mesure, mais à chaque fois le contenu vraiment qui est au centre du projet, avec investir dans des rédactions, et puis travailler le produit. Que ce soit en interne ou en externe. Là, je prêche pour ma paroisse, forcément jusqu'aux Avostra, mais en tout cas, ça demande quand même beaucoup d'investissements techno. Quoi. Il y a des gros investissements derrière. En toile de fond, il faut une capacité de financement, ça c'est mais aussi une direction, une vision stratégique, et puis au-dessus des actionnaires qui suivent, voire qui impulsent le mouvement. Ça a été le cas au New York Times, c'est le cas au Monde. C'est le cas à Mediapart aussi, voilà, avec des discours et des volontés qui sont alignées. Ouais. Déjà, je trouve ça bien de voir ces succès, de pouvoir un peu les décortiquer, parce que je pense que ils ont de l'avance, ils ont les moyens, mais ça montre quand même la voie quelque part à des business rentables, et l'importance d'avoir des médias qui soient rentables, et qui soient en croissance, et qui montrent un petit peu la voie. Même si évidemment c'est plus simple quand on est New York Times, Insight ou Le Monde, parce qu'on a une marque qui porte et qu'on est toujours dans le premier choix des abonnements. Quelque part, on va pas s'abonner à 10 médias, donc si on doit s'abonner à un, souvent ils sont parmi les premiers choix, mais ça montre quand même que l'investissement paye. Exactement. Dans tous les sens du terme. Super. Donc d'autres portraits de grands médias à venir, entre ceux qui sont déjà sortis. El Mundo, dans les jours ou semaines qui viennent, on est en train de terminer une interview d'El Mundo. Et ils sont... Les médias espagnols sont un petit peu moins en avance, un petit peu plus, un petit peu sur l'abonnement numérique notamment, et un petit peu à la traîne, mais ils sont en train avec El País. Même par rapport à la France, par exemple, je ne sais pas si c'est intéressant de comparer. Par exemple, je crois qu'El País avait autour de 100 000 abonnés en ligne, par exemple. Alors que c'est le numéro 1 chez eux. Alors que c'est le numéro 1, oui, avec El Mundo. D'accord, oui, donc effectivement encore un peu de travail. En France, c'est le double, le triple pour le Figaro. Le Monde, c'est 400 000. Donc voilà, on a aussi des belles références en France. On parle du New York Times, mais Le Monde, Mediapart, Le Figaro, voire l'Équipe sont aussi aujourd'hui des acteurs qui ont plusieurs centaines plus de 100 000 abonnés les uns les autres. Ouais, donc c'est pas des petits, quoi. Voilà. Effectivement. Faudrait faire aussi un petit catch-up sur l'Équipe, parce qu'effectivement, ils se développent bien sur la plateforme, ils récupèrent plein de droits. Enfin, c'est une digression, mais c'est juste, je pense que ce serait intéressant. Projet intéressant autour de l'audiovisuel, surtout, et de faire combiner et le numérique et l'audiovisuel, effectivement, y compris sur des sports secondaires. Exactement. Et peut-être de moins en moins secondaires, parce que je pense que aussi, vu les histoires qu'il y a eu dans le foot, etc., il y a peut-être des fois des difficultés maintenant à monétiser certains championnats, donc je pense qu'ils ont des coups à jouer. Je voulais parler de deux derniers sujets, un peu sur un sujet un peu en fil rouge, deux en fil rouge d'ailleurs, peut-être sur le business du streaming. On en a parlé régulièrement. Il y a Paramount Plus qui arrive en France, donc c'est ces jours-ci. Paramount Plus, donc c'est un service de SVOD.
donc sur abonnement. D'ailleurs, donc il appartient à Viacom CBS, qui au passage devient officiellement Paramount. Je sais pas si tu as vu, il change de nom, c'est le branding Global Paramount. Global Paramount, donc encore plus précis. Ils avaient déjà lancé en France donc un service d'AVOD, donc financé par la pub, donc gratuit, qui s'appelait Pluto. Et ils se lancent là avec un gros partenariat avec Canal+. Je voulais en parler parce que ça fait un acteur de plus qui arrive. En parallèle, le mastodonte Netflix a publié, il y a eu une petite alerte sur, c'est pas la crise, il faudrait pas exagérer non plus, mais c'est plutôt une stabilisation de... Ouais, voilà, ce qui fait toujours un peu peur aux investisseurs. Donc Netflix dévisse en bourse parce qu'il n'y a pas la croissance espérée. En même temps, ils sont déjà tellement hauts qu'est-ce qu'ils peuvent encore aller chercher la croissance? C'est un peu aussi le problème de Facebook, on n'en a pas parlé, qui a perdu carrément des utilisateurs au niveau mondial. Mais voilà, donc dans ce monde un peu de cette guerre autour du streaming, un nouvel acteur et de poids qui arrive. Un de plus dans l'univers du streaming de la vidéo, que ce soit gratuit ou payant. Et je trouve la stratégie en France assez maligne de s'associer avec Canal+ pour la distribution. Canal+ est un acteur très installé, référent sur les séries et le cinéma. Et un bon catalogue, forcément. Un catalogue important, une connaissance du marché, une expertise dans la commercialisation. Donc c'est plutôt malin. Paramount+ va être distribué et en direct, évidemment en OTT, et puis donc de manière bundlisée, groupée avec des offres de Canal. Effectivement, tu en parlais, le marché en France ou ailleurs, il est en train un petit peu de se structurer, de plus en plus concurrentiel. Depuis 2 ans, les acteurs pullulent. Ouais, que ce soit gratuit, payant. On a vu Samsung, il y a Molotov, Salto. Tout le monde y va de son service de VOD, d'AVOD. Tu le dis, ça pullule, quoi. Et ça, c'est pour les offres généralistes, parce qu'à côté, il y a énormément d'offres spécialisées, moins connues, mais qui ont aussi leur public. Sur le sport, sur les loisirs. Voilà, sur le cinéma d'auteur, sur séries pour enfants, etc., etc. Donc c'est assez intéressant de voir ça, et puis de voir la réaction aussi des clients, des audiences de nous. Il y a environ 50% des Français qui sont abonnés à un service de SVOD, et déjà plus de 25% abonnés à au moins 2 services. Est-ce qu'on a les détails un peu Est-ce que j'ai l'impression quand même que Netflix reste le premier. On parlait du Monde, par exemple, tu prends un abonnement, tu prends au Monde. Alors j'exagère, mais Netflix, c'est toujours le choix numéro 1. Largement, il y a un taux de pénétration très fort de Netflix. En revanche, sa croissance a tendance à devenir de plus en plus faible. Versus des Amazon, des Disney, même des Salto, qui eux continuent à gagner des parts de marché et à progresser. Donc effectivement, la concurrence, on va dire, se rapproche, mais progresse. Là où avant Netflix avait un leadership incontesté, Netflix est toujours premier, mais de plus en plus les concurrents, donc notamment Amazon Prime, qui investit massivement dans les contenus. Je pense à Lord of the Rings. Ils sortent énormément de très grosses productions. Ça se joue sur le contenu. C'est la guerre du contenu, en fait. Et puis, ils ont même acheté le studio de production de la Metro Goldwyn Mayer MGM. Ouais. Il y a quelques mois. Donc, effectivement, les ambitions sont là et les contenus vont arriver. Ça leur va pas d'être juste le deuxième service, le deuxième choix, quoi. Donc, ça va être un peu la guerre. D'autant que les moyens financiers sont tellement énormes qu'ils ont de la place pour investir sur des contenus. Ouais, mais c'est ça qui est dangereux pour Netflix, quelque part. C'est que ils atteignent un plateau qui a plus de croissance, alors que derrière, ça investit. Donc, il doit y avoir une surenchère d'investissement sur les contenus. Je pense que leurs revenus sont toujours très bons, la rentabilité est très bonne, mais c'est vrai que pour un investisseur, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment la guerre, quoi. Est-ce que les arbres peuvent monter au ciel? C'est un petit peu la question, hein. Ouais. Avec une contrainte effectivement financière et boursière qui est importante. Netflix a choisi depuis quelques mois ou en tout cas envisage de diversification. On les a vus acheter une boîte de jeux vidéo l'an dernier. On les a vus essayer le gratuit aussi dans un pays. Donc, sur les jeux vidéo, effectivement, tu as 9 jeux vidéo maintenant sur mobile. On ne sait pas trop est-ce que c'est sérieux ou pas, mais ils investissent dans les jeux vidéo. Ouais, l'idée, c'est certainement de vouloir toucher une
une audience encore plus jeune, voilà, des gamers, associés avec voilà, des jeux vidéo. C'est assez intéressant en tout cas comme démarche. Ils ont les moyens d'échouer, hein, malgré tout Netflix, et puis de persévérer sur la vidéo. Ouais, donc à suivre ce nouvel acteur et voir un peu comment ça va évoluer, et dans la lignée de ce qu'on vient de dire, cette bataille de l'attention quelque part, hein, qui se joue entre ces plateformes. Je voulais juste un dernier mot. J'ai lu cette interview de Monsieur de Taverneau sur la fusion TF1-M6. Voilà, parce que les deux groupes vont très bien, ont publié tous les deux des records, je sais pas si c'était des records, mais en tout cas des résultats financiers qui sont très très bons pour les deux, avec une meilleure rentabilité encore sur M6, hein, c'est assez exceptionnel, et qui voilà, c'est pas un orage en vue, mais voilà, qui mettait un peu un coup de pression sur l'autorité de la concurrence, que si les conditions étaient trop drastiques, hein, parce qu'on est toujours, c'est un long feuilleton quand même, cette fusion, ça pourrait ne pas se faire s'il y avait trop de contraintes, même si on sent quand même en filigrane que tous ont envie que ça se fasse et que ça ait du sens. Alors même s'ils vont très bien et que à terme ils représenteraient 70 à 75% du marché publicitaire, hein, c'est un quasi monopole de la télévision. Mais si on regarde en fait ce dont on vient de parler, Netflix, et c'est cette guerre des investissements sur les contenus, ces exclusivités, ils ont raison de la vouloir, cette fusion, non ? C'est une bonne question, et la réponse n'est pas évidente, à la fois politiquement, à la fois économiquement. Ça dépend aussi sur quel marché on se place. L'argument de TF1 et de M6 et d'autres observateurs, c'est de considérer que le marché de l'attention et le marché de la vidéo, le marché publicitaire aussi, il dépasse largement la simple télévision. Et aujourd'hui, on a tendance à penser, effectivement, à considérer que c'est plutôt un marché vidéo et numérique. Donc télé plus digital vidéo. Et la question donc c'est, est-ce que M6 et TF1 sont des géants dans le secteur audiovisuel, ou est-ce que ce sont encore des nains dans le secteur de l'information, du contenu vidéo, en comptant le numérique, en comptant les grandes plateformes. Donc, eux, c'est un petit peu leur discours, c'est leur volonté. Et toi, t'en penses quoi ? C'est compliqué de se positionner et d'avoir une réponse tranchée, et c'est surtout qu'est-ce qu'on veut faire finalement et quels acteurs on veut avoir. Effectivement, si TF1 et M6 fusionnent, il y aura nécessairement quelques perdants, notamment peut-être les petits producteurs d'audiovisuel qui auront moins de latitude pour négocier. Oui, tu perds potentiellement un client pour en avoir plus qu'un qui est plus fort dans la table de négo. Voilà, exactement. Et puis le marché publicitaire également, les annonceurs, les marques considèrent que les prix publicitaires vont augmenter sur l'audiovisuel du fait de cette fusion. Donc on peut considérer effectivement ces problématiques-là, ou on peut considérer qu'aujourd'hui, le marché du média, du divertissement, de la vidéo, il est européen, voire mondial, et qu'il se joue d'abord sur le numérique, et que les concurrents ne sont plus vraiment les acteurs audiovisuels entre eux, mais plutôt les acteurs médias historiques français, européens, versus les grandes plateformes étrangères. Tu regardes sur des plateformes des publicités, sur YouTube, les pubs que tu vois, c'est les pubs que tu vois à la télé. C'est les mêmes annonceurs, c'est les mêmes spots, c'est les mêmes créations. Donc il y a quand même des arbitrages qui se font, savoir le même spot, on peut le mettre chez TF1 ou sur YouTube. C'est ce qui se passe très souvent, et les budgets se déplacent régulièrement de l'audiovisuel vers le numérique et vers la vidéo en ligne. Donc ils n'ont pas vraiment tort de ce côté-là, il y a quand même une vraie concurrence. Voilà, et après, en toile de fond, le sujet il est politique. Est-ce qu'on accepte d'avoir des géants privés français en France, ou est-ce qu'on considère qu'il faut une pluralité d'actionnariat, une pluralité de contenu, d'acteurs? Donc c'est là où le sujet il est complexe, il est compliqué.
peut-être un petit peu aussi politique, idéologique. Ah, c'est clair. Et le rôle de l'autorité de la concurrence est quand même très délicat en ce moment. C'est quand même l'autorité de la concurrence en France et puis en Union européenne qui vont se prononcer sur ce projet. C'est clair. Je sais que c'est très regardé en Europe parce que forcément, si ça passe, ça va donner des idées en Allemagne, en Italie, où il y a beaucoup de groupes qui vont regarder ça. Et après, là, c'est plus un avis perso. Moi, je pense que ça a du sens et qu'il faut être plus gros, plus fort pour négocier des contenus, etc. Alors évidemment, c'est une question de prise, comment tu le regardes, mais je pense que même à deux, ça resterait des nains à l'échelle mondiale. Je pense qu'au niveau européen, ça commence à avoir déjà un petit peu de poids, mais moi, je salue plutôt ce genre d'alliance. Bon, après, c'est un avis très perso et ce sera à suivre, mais je comprends ces idées-là qu'en fait, on se bat plus uniquement sur des chaînes linéaires, mais vraiment avec toutes ces plateformes-là. Et quand tu vois un Omar Sy qui signe en exclusivité sur Prime, tu te dis c'est autant de contenus qui seront pas à la télé, etc. Donc, je suis plutôt partisan également de cette idée. Il y a peut-être des voies médianes à trouver entre effectivement laisser se constituer des géants français du contenu, du média, de l'information, de la vidéo, et puis laisser la pluralité des contenus, donner des gages aux concurrents, encadrer un petit peu le marché franco-français. Ne serait-ce que sur la production, etc. Voilà, exactement. Bon, ce qu'on sait faire en France souvent quand même. On s'est régulé, oui. On s'est un peu régulé et puis on se soucie, et c'est quand même ça une vraie chance quand même de la production, etc. Cette exception française, elle a quand même du sens, elle a tout son sens ici. Bref, à suivre ce sujet qui était intéressant. C'est alors non pas un rebondissement, mais ça avance et on attend donc vivement les résultats de l'autorité de la concurrence. C'est tout pour moi. Donc, je ne sais pas si tu avais un autre sujet que tu voulais évoquer, sinon je pense qu'on est bien. Écoute, on a balayé pas mal de sujets. Je vois pas d'actualité chaude immédiate à évoquer. Eh ben écoute, ça clôture dans ces cas-là cette pastille actu. Jean-Michel, merci de ton temps. Merci François. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.